Le couronne Charles a donc signé un décret excluant Camilla de toutes les cérémonies, répétitions et processions du couronnement. Les raisons de cette décision sont bien plus complexes qu'une simple querelle familiale. Le discours officiel donne l'impression que tout est clair et constitutionnel, mais lorsqu'on compare les propos tenus à ce qui s'est passé à huis clos, on découvre une véritable guerre privée qui couvait depuis des années. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Crown Watch pour ne manquer aucune mise à jour. Charles est donc assis dans son bureau privé au château de Windsor, en compagnie de sa secrétaire et d'un conseiller constitutionnel. Et il tient entre ses mains ce document qui redéfinit en profondeur l'image publique de la monarchie. Un couronnement n'est pas qu'une simple fête avec des chapeaux somptueux. C'est le rituel officiel qui annonce à toute la nation qui porte la couronne qui se tient à ses côtés et comment le règne suivant est censé débuter. Ainsi, lorsque Charles a décidé que Camilla n'aurait aucun rôle à jouer lors du futur couronnement de William et Catherine, il n'a en réalité annulé aucune de ses apparitions publiques. Il l'écartait du centre symbolique de la continuité royale. Il lut le dernier paragraphe 2 fois, posa son stylo plume, garda les doigts appuyés sur le bureau pendant quelques secondes de silence, puis ordonna à son équipe de le diffuser tel quel, sans aucune concession, sans aucun tact diplomatique. L'ordre interdisait à Camilla d'assister à toute cérémonie de couronnement, commémoration d'anniversaire, répétition, procession, réunion du conseil et d'événements officiels liés au couronnement de William et Catherine. C'était définitif et cela portait sa signature. Lorsque Camilla a reçu la confirmation à Clarence House, elle a d'abord cru qu'elle avait simplement perdu l'accès à certaines réunions de planification. Son assistante lui a ensuite expliqué toute l'étendue des dégâts. Elle refusait de participer aux cérémonies, elle refusait de répéter, elle refusait catégoriquement de prendre place dans le dispositif cérémoniel officiel. La reine consorte serra l'accoudoir de son fauteuil et demanda si Charles avait signé lui-même le décret. L'aide de camp répondit par un simple « oui ». Oui. Elle congédia l'Assemblée, mais avant que la porte ne se referme, elle exigea de savoir si William avait été consulté. Et cette question à elle seule révèle immédiatement ses pensées. La suspicion remplaça la stupeur, car le futur roi protégeait depuis un certain temps la position de Catherine face à toute autorité concurrente. Le décret signé contenait en réalité une clause supplémentaire transférant toutes les fonctions cérémonielles féminines à la princesse de Galles, ce qui signifiait que Catherine n'assisterait pas seulement au prochain couronnement, mais occuperait la place symbolique que Camilla estimait lui appartenir encore. Mais la blessure la plus profonde ne résidait même pas dans la déclaration publique. Un rapport interne confidentiel, une enquête du palais portant sur des décisions délicates, avait mis en lumière une contestation directe du plan de succession de Charles et William et n'avait déjà pris connaissance. Ainsi, tandis que Camilla recherchait la personne qu'elle soupçonnait d'avoir retourné le monarque contre elle, Charles se préparait à affronter les deux personnes dont l'avenir rendait sa décision inévitable. Derrière le langage officiel se cachaient 4 personnes liées par le mariage, la succession, la loyauté et des années de ressentiment enfouis. Camilla y voyait une humiliation, William une protection. Catherine, un devoir qu'elle n'avait jamais exigé. Et le roi voyait la paix privée qu'il avait mis des décennies à construire s'effondrer autour de la femme qu'il aimait encore. Charles resta dans son bureau à Windsor après la publication de la déclaration. La couronne, c'est-à-dire l'autorité publique et la responsabilité constitutionnelle du monarque, exigeait qu'il juge la menace pesant sur le règne suivant sans laisser le mariage influencer sa décision, mais il n'était pas là impassible comme un souverain distant. C'était un mari qui savait parfaitement à quel point cette décision blesserait sa femme.
Dans une conversation à voix basse consignée dans le compte-rendu de sa secrétaire particulière. Il admit avoir tardé à signer car Camilla le percevrait comme une trahison et non comme une protection. Camilla comprit immédiatement la portée de ces lois. Elle avait enduré des années d'hostilité publique avant de se tenir aux côtés de Charles à l'abbaye de Westminster pour son propre couronnement. À présent, elle risquait de devenir simple spectatrice, tandis que William et Catherine s'engageaient dans l'avenir qu'elle avait espéré contribuer à façonner. William entra à Windsor par un passage privé peu après l'annonce. Il s'arrêta devant le bureau de son père, rajusta sa veste et confia à un aide qu'il parlerait en tant qu'héritier et non en fils en colère. Le prince était convaincu que le prochain couronnement devait être centré sur Catherine, la stabilité de son règne et la préparation de George, jeune héritier. Toute autorité rivale risquait de perturber la cérémonie et de semer la confusion dans le pays quant à la véritable répartition du pouvoir. Catherine reçut la nouvelle de William en l'absence de conseillers et de membres du personnel. Elle ne sourit pas. Elle demanda si Camilla avait été informée avant que son propre nom ne soit inscrit sur la liste. Lorsque William déclara que la décision revenait à Charles, elle remarqua avec quelle précaution il évitait d'évoquer les preuves scellées. La princesse l'interrogea avec douceur. Était-ce une punition ou une protection? Son silence lui fit comprendre que la vérité était plus sombre que ne le laissait entendre chacun des mots pris séparément. Camilla confronta un collaborateur de longue date à Clarence House et exigea tous les noms liés à l'enquête. Lorsque le nom du bureau de William fut mentionné, elle retira la broche de cérémonie qu'elle avait préparée pour son prochain engagement et la déposa sur la table. Charles craignit d'avoir agi trop tard. Elle craignait un déplacement permanent. Guillaume craignait le chaos dans la succession, tandis que Catherine redoutait d'être perçue comme celle qui avait profité de la chute d'un autre. La question n'était plus de savoir si l'ordre leur avait nui, mais si le roi avait défendu la monarchie ou sacrifié son mariage pour la sauver. La réponse à cette question remonte à 6 semaines plus tôt, lorsqu'une revendication formulée lors d'une cérémonie privée avait transformé d'anciennes tensions en un point de non-retour. La crise n'a pas commencé avec la signature du décret, elle a commencé lors d'une répétition cérémonielle à huis clos, à l'intérieur du St. George's Hall, où moins de 12 personnes étaient autorisées à rester. Ce qui aurait dû être une discussion technique sur l'accession au trône de William s'est transformé en une lutte de pouvoir autour du statut de la mémoire et du contrôle. Lorsque Camilla a quitté la pièce, Charles a compris que le silence ne suffirait plus à préserver l'unité, mais la menaçait désormais. Cette réunion avait été organisée pour tester la réaction de la famille royale face à une future transition. L'accession au trône est le moment officiel où un nouveau monarque accède au trône, tandis que le couronnement est la cérémonie ultérieure qui confirme publiquement cette autorité. Chaque entrée, chaque signature, chaque place assise et chaque position dans le cortège avait son importance, car chacune révélait à la nation qui représentait le présent, qui incarnait l'avenir et à qui le pouvoir serait transmis. Charles se tenait près de la table centrale, tandis que les officiels examinaient les places qui lui étaient réservées, ainsi qu'à Camilla, William, Catherine et George. L'atmosphère se tendit lorsqu'un courtisan déplaça légèrement une chaise derrière celle réservée au futur roi et à son épouse. La reine consorte l'arrêta avant qu'il ne puisse s'éloigner, ramena sa chaise au centre de la procession et déclara qu'elle ne se laisserait pas placer derrière la génération suivante comme si le règne actuel était déjà terminé. C'est là que les choses se précisent. Camilla formula alors la demande qui changea tout. Elle insista pour conserver une place centrale dans la procession aux côtés de Charles lors du couronnement de William et Catherine.
Elle demanda également l'autorisation d'approuver les bijoux de cérémonie et le placement de la princesse de Galles. Ces détails sont importants car les bijoux et le placement ne sont pas de simples ornements. Ils définissent publiquement le rang, la légitimité et l'influence au sein de la future famille royale. Catherine baissa les billets qu'elle tenait à la main sans dire un mot. William demanda si la proposition bénéficiait de l'approbation constitutionnelle, c'est-à-dire de l'acceptation formelle des conseillers chargés de protéger les règles et la stabilité de la monarchie. Camilla répondit que la coutume pouvait être interprétée par le souverain régnant, ce qui obligeait Charles à choisir entre soutenir son épouse et défendre les limites du règne suivant. Charles refusa. Le roi lui fit remarquer que le futur couronnement revenait au monarque et au conjoint entrant, et non à ceux dont le règne touchait à sa fin. Elle répliqua qu'elle avait enduré des années d'hostilité publique pour parvenir à sa position actuelle et qu'elle ne laisserait pas cette position disparaître sans se battre. William finit par perdre sa retenue. Il déclara que le rôle de Catherine ne serait pas négociable. Camilla se tourna vers lui et accusa son cabinet d'avoir planifié sa destitution bien avant la répétition. Puis, elle mentionna des documents cérémoniels privés dont elle n'aurait jamais dû connaître l'existence. Charles changea instantanément d'attitude. Ces documents confidentiels n'étaient accessibles qu'à son cabinet, aux conseillers de William et à une petite équipe constitutionnelle. Il ordonna à tous de sortir à l'exception de son secrétaire particulier. Une fois les portes fermées, le monarque fixa le fauteuil déplacé et exigea un examen complet des personnes ayant eu accès aux documents. À la réception des résultats de cet examen, Charles ne convoqua pas de conseiller au préalable. Il convoqua Camilla. Aucun courtisan n'était là pour adoucir leurs propos, aucune caméra pour préserver les apparences. Charles et Camilla se rencontrèrent seuls dans un salon privé de Windsor, chargé d'années de loyauté, pour une conversation à laquelle aucun des deux ne pouvait se soustraire. Sur la table, entre eux, reposait le rapport d'accès aux archives du couronnement, qui était classé confidentiel. Le roi n'a pas commencé par une accusation. Il a commencé par une question et son refus d'y répondre a tout changé. Charles attendait près de la cheminée, tandis que le dossier scellé reposait devant le fauteuil de Camilla. Une question constitutionnelle est une question touchant aux règles, à l'autorité et à la stabilité de la monarchie, et il l'a averti que leur conversation resterait privée à moins qu'elle ne l'oblige à l'officialiser. Lorsqu'elle est entrée, elle ne lui a adressé aucun salut familier. Il l'a invitée à s'asseoir, puis a exigé calmement de savoir comment elle avait eu connaissance de plans de cérémonie qui n'avaient jamais été communiqués à sa maisonnée. Camilla n'a pas répondu directement. Elle a déclaré que des informations concernant son avenir n'auraient jamais dû lui être cachées. La reine consort a rétorqué que son exclusion avait commencé bien avant la répétition et qu'elle avait simplement refusé de rester dans l'ignorance tandis que d'autres décidaient de son sort. Charles fit glisser le rapport sur la table. L'examen documenté révélait qu'un membre de son cabinet avait demandé sous son autorité verbale l'accès à des plans de table confidentiels, aux listes de bijoux et aux plans de procession. Ces documents étaient cruciaux car ils façonnaient le règne à venir avant même que le public n'en prenne connaissance. Y accéder revenait à franchir le pas et à s'immiscer directement dans la planification de la succession. Camilla ne nia pas avoir reçu cette instruction. Elle insista sur le fait qu'elle avait agi pour se protéger d'une mise à l'écart par les conseillers de William. Aucun document confidentiel, déclara-t-elle, ne devrait décider de sa place sans qu'elle puisse s'exprimer. Le roi répondit que la discussion ne portait plus sur sa position. Elle avait court-circuité son autorité et tenté de remodeler le futur couronnement avant même qu'il n'en ait approuvé le déroulement. Camilla se leva.
La colère monta d'un ton lorsqu'elle l'accusa de laisser la culpabilité liée à Diana et la peur de William dicter l'avenir de la monarchie. Charles se leva aussitôt. Il perdit son sang-froid. Il lui ordonna de ne jamais instrumentaliser le souvenir de son ancienne épouse contre son fils. Un silence s'ensuivit. Sa colère se mua en blessure lorsqu'elle demanda si des décennies de loyauté ne valaient rien chaque fois que l'héritier s'y opposait. Il répondit que la loyauté ne pouvait exiger de la couronne qu'elle ferme les yeux sur une trahison. Charles proposa un ultime compromis. Camilla conserverait ses fonctions publiques et son rang, mais elle devrait se retirer volontairement de toute planification future du couronnement et d'accepter le rôle cérémoniel incontesté de Catherine. Elle refusa. Se retirer, dit-elle, serait assimilé à un aveu. Le roi clôtura le rapport et lui fit savoir que son refus ne lui laissait d'autre choix. Camilla comprit l'avertissement. Pourtant, elle sortit sans accepter ses conditions. La confrontation laissa une profonde blessure entre époux, mais quelques heures plus tard, la machine monarchique allait transformer cette blessure en une décision royale exécutoire. Le pouvoir royal s'affirme rarement à voix haute. Le processus se déroule par le biais de consultations confidentielles, de notes privées et de signatures imposées sous des formulations choisies avec une précision chirurgicale. Après le rejet du compromis final par Camilla, Charles s'est tourné vers le cercle restreint, capable de transformer un jugement matrimonial en un ordre cérémoniel contraignant. La voix la plus importante dans cette pièce n'était ni celle d'un avocat, ni celle d'un courtisan, mais celle du fils qui allait en subir les conséquences. Charles entra dans la consultation accablé par la tension de la confrontation. Il détenait l'autorité sur sa maison royale et pouvait décider qui participait aux cérémonies non prescrites par la loi. Une cérémonie non statutaire est un événement royal régi par l'autorité du palais plutôt que par une loi du Parlement. Mais comme le décret concernait un futur couronnement, ses conseillers constitutionnels l'avertirent que chaque disposition devait protéger l'indépendance de Guillaume lors du prochain règne. Un conseiller juridique de haut rang exhorta le roi à ne pas retirer à Camilla son titre ni ses fonctions actuelles. Le décret, expliqua-t-il, ne devait concerner que les futurs couronnements afin que personne ne puisse confondre une exclusion cérémonielle avec une modification légale de sa situation. Charles écoutait en faisant lentement tourner son alliance autour de son doigt. Lorsque le conseiller l'a désigné comme la partie concernée, le monarque l'a interrompu. « Elle s'appelle Camilla », dit-il. « Ne classez pas cette affaire. » William entra sans réclamer de vengeance. Le prince expliqua à son père que le prochain couronnement ne pouvait servir de punition pour une vieille blessure familiale. Ce qui l'intéressait, c'était la certitude. L'autorité de Catherine devait être reconnue. George avait besoin de stabilité et aucune négociation secrète ne devait risquer de diviser la future maison royale avant même sa fondation. Charles demanda si Camilla pouvait assister à la cérémonie en tant que simple membre de la famille sans aucun rôle cérémoniel. William répondit avec prudence. Il ne pouvait accepter sa présence qu'avec l'accord de Catherine et seulement si cela impliquait une absence de procession de robe de serment, de siège officiel ou de rôle reconnu. Le futur roi ne cherchait pas l'humiliation. Il posait une limite indiscutable. Catherine rencontra Charles séparément et refusa d'exiger le départ de sa femme. Elle, lui, a dit qu'elle ne demanderait jamais à un mari de déshonorer la femme à ses côtés. Pourtant, la princesse a également admis qu'elle ne pouvait se présenter à un futur couronnement en sachant que sa place pourrait encore être remise en question par des tractations privées. Ces paroles étaient importantes car elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle défendait la clarté que la cérémonie devait incarner. Catherine proposa alors de se retirer des préparatifs jusqu'à ce que le différend soit réglé.
Ce sacrifice fut décisif. Charles comprit que la femme qui accédait à l'autorité était disposée à se mettre en retrait, tandis que Camilla avait tenté d'outrepasser les limites de son rôle. Le roi dicta lui-même la clause finale: toute l'autorité cérémonielle appartiendrait au souverain et au conjoint nouvellement élu, et aucun représentant du règne précédent ne pourrait modifier leur position. Après minuit, Charles signa. William observa en silence tandis qu'il posait la plume. Protéger la monarchie, déclara finalement le roi, signifiait souvent nuire aux personnes qui lui sont les plus proches. Au matin, l'ordre avait quitté son bureau et ses premières conséquences atteignirent Camilla avant même que quiconque puisse se préparer à sa réaction. Ces conséquences ne se manifestèrent pas par un limogeage public et fracassant, mais par une série de retraits discrets. Une note de synthèse disparut de la boîte rouge de Camilla. Une invitation à la répétition fut annulée. Son nom s'effaça d'une liste de préparatifs de cérémonie qu'elle avait consultée quelques jours auparavant. Chaque changement était administratif, presque impersonnel. Pourtant, ensemble, ils révélaient une vérité dévastatrice. L'ordre était déjà appliqué et personne dans son entourage n'avait le pouvoir de l'annuler. Camilla ouvrit son dossier du matin à Clarence House et y trouva une simple note à la place de la note de synthèse relative au couronnement. Une boîte rouge et le coffret sécurisé utilisé pour transporter les documents officiels de la famille royale, et son contenu reflète normalement les devoirs et les décisions qui attendent un membre important de la famille. Cette fois, la note renvoyait toute question future au bureau de William. Elle le lut 2 fois, le plia 1 fois et le déposa sous une tasse de thé intacte. Son secrétaire particulier entra porteur d'autres mauvaises nouvelles. Les conseillers cérémoniels rattachés à sa maison avaient été réaffectés et toutes les consultations vestimentaires liées aux futurs événements du couronnement avaient été annulées. La reine consort demanda si Charles avait personnellement approuvé chaque réaffectation. La réponse fut plus blessante qu'un simple reproche. L'ordre informel avait activé les changements automatiquement. Nul besoin d'une seconde approbation. Un malaise s'empara presque aussitôt de sa maison. Les membres du personnel qui comptaient collaborer avec la future cour commencèrent à se demander si leur poste serait maintenu. Certains demandèrent discrètement leur mutation, craignant que leur loyauté envers Camilla ne soit désormais perçue comme une appartenance à une faction vaincue. C'est important, car les maisons royales reposant sur la confiance et la continuité. Dès que le personnel expérimenté commence à partir, l'influence disparaît bien avant que le titre ne soit retiré. Charles ressentit cette distance lors de son engagement suivant. Il remarqua la place vide à côté de lui après l'annulation sans explication de sa femme. Le roi termina le programme, sourit aux moments opportuns et parla d'une voix assurée. Pourtant, il demanda par 2 fois à son écuyer si elle avait donné une raison. Un écuyer est un membre de la famille royale militaire ou domestique qui assiste un haut dignitaire dans ses fonctions officielles, mais même lui ne put lui répondre. William reçut le message privé de Camilla avant la fin de la cérémonie. Elle exigea une conversation directe et accusa son bureau d'instrumentaliser le décret pour s'arroger des pouvoirs dont il n'avait jamais fait mention. Le prince ordonna à son personnel de ne pas répondre avant d'avoir parlé à Catherine. Catherine l'exhorta à répondre personnellement. Elle l'avertit que le silence pourrait faire passer une décision constitutionnelle établie pour une cruauté délibérée. La princesse comprenait qu'une victoire sans retenue pouvait détourner la sympathie du public vers le vaincu. Camilla explora alors une possibilité auprès des conseillers de Charles. Elle demanda si un conjoint pouvait être exclu d'un couronnement
impliquant sa propre famille. La réponse juridique fut dévastatrice. Une présence pouvait être proposée, mais aucun rôle cérémoniel n'était garanti. Plus tard, elle enferma ses dossiers annotés dans une armoire. Sa main s'arrêta un instant sur un mot de Charles, la remerciant de l'avoir soutenu lors de son propre couronnement. Puis, elle referma le tiroir. Guillaume décida de la rencontrer seule. Il refusa l'offre de Catherine de l'accompagner. Cette lutte, dit-il, avait commencé entre l'héritier et le prince consort et devait désormais se poursuivre sans courtisan, sans conseiller sans titre. Cette rencontre ne changerait pas l'ordre établi, mais elle révélerait enfin la peur qui animait Camilla depuis le début. Lorsque Guillaume entra dans la pièce, aucun aide ne l'attendait avec des notes d'information. Et à aucune formule consacrée ne lui servit à dissimuler ses sentiments. Camilla avait demandé une confrontation avec le futur roi, mais ce qui suivit fut bien plus dangereux. Une conversation franche entre deux personnes qui s'étaient jugées pendant des années à l'aune de vieilles blessures. Pour la première fois, elle admit que la querelle autour du couronnement n'avait jamais vraiment porté sur une chaise, une robe ou une procession. William arriva seul à Clarence House comme prévu. Le titre de prince de Galles est traditionnellement porté par l'héritier direct du trône, mais Camilla refusa que le rang dicte ce moment. Elle resta debout jusqu'à la fermeture de la porte et lui demanda s'il était venu en tant qu'héritier ou en tant que fils de Charles. Il lui répondit qu'il était venu en tant que les deux, car la famille ne pouvait plus prétendre que ses identités étaient dissociées. Camilla l'accusa d'avoir attendu des années l'occasion de réduire son influence. William a rejeté l'accusation. Hyle lui dit qu'il n'avait jamais cherché à l'effacer du règne de son père, mais qu'il ne lui permettrait pas de façonner le sien. Cette distinction était cruciale, car le prochain couronnement déterminerait où résidait l'autorité et si Catherine accéderait au nouveau règne avec assurance ou avec une nouvelle bataille déjà en perspective. La tension se dissipa lorsque Camilla prit enfin la parole sans colère. Elle admit craindre de devenir insignifiante dès la fin du règne de Charles. La reine et consorte avait enduré le rejet public, l'hostilité familiale et des décennies de comparaison pour finalement découvrir que l'institution pourrait évoluer sans lui réserver la moindre place officielle. William s'adoucit sans pour autant reculer. Il reconnut le rôle qu'elle avait joué aux côtés de son père, puis lui dit que la souffrance ne conférait pas une autorité permanente. Les vœux du couronnement sont les promesses solennelles faites par un nouveau monarque et son époux lors de la cérémonie, et ces vœux doivent appartenir entièrement au peuple qui les accepte. Camilla demanda alors si Catherine avait exigé sa destitution. William révéla par le biais d'un compte-rendu écrit de leur conversation privée que la princesse avait agi à l'inverse. Elle avait proposé de se retirer des préparatifs initiaux plutôt que d'envenimer le conflit. Cette vérité troubla Camilla car elle anéantissait sa conviction que Catherine avait secrètement œuvré contre elle. Camilla s'assit sur une chaise et lui tendit le bon de commande encore scellé. William ne l'a pas pris. Il s'est assis en face d'elle et a laissé le document entre eux. Hyle lui fit alors une concession. Elle pourrait assister au futur couronnement en tant qu'épouse de Charles et membre de sa famille, mais sans procession, sans serment, sans robe et sans rôle cérémoniel officiel. Camilla demanda si Catherine était d'accord. Il répondit que c'était déjà le cas. Elle ne s'excusa pas d'avoir consulté les archives, mais admit que la peur l'avait poussée à exiger un pouvoir qu'elle ne possédait pas. William répondit que l'acceptation et non la victoire était la seule voie possible. Camilla accepta de ne pas contester l'ordre. Il partit sans lui serrer la main, mais avant que la porte ne se referme, elle le remercia de sa franchise. La bataille privée avait atteint son point culminant. Cependant, hors des murs du palais, une phrase divulguée
allait transformer cet ordre royal en jugement national. Le palais espérait que l'ordre pourrait être expliqué par un langage maîtrisé et dans le respect du cadre constitutionnel. Au lieu de cela, une simple fuite a transformé l'affaire en l'événement royal le plus explosif de l'année. Camilla a été exclue de toutes les cérémonies du couronnement. En quelques heures, les chaînes de télévision ont interrompu leurs programmes habituels. Les rédacteurs en chef des journaux ont modifié leurs unes et des foules se sont rassemblées devant les grilles royales. La crainte jusque-là intime de perdre de son influence s'était muée en un spectacle public suivi dans le monde entier. Le lendemain matin, un grand quotidien londonien publia une photographie saisissante de Charles marchant quelques pas devant Camilla sous le titre « La couronne sans Camilla ». Yishi Mihi. Le sous-titre indiquait que le roi avait personnellement approuvé son exclusion. Une une est importante car elle ne se contente pas de relater un événement. Elle influence la manière dont le public doit l'interpréter. Dans ce cas précis, une frontière royale privée est devenue un symbole national de séparation. Une chaîne de télévision a ouvert son programme du soir devant Buckingham Palace et a présenté cette décision comme la preuve que l'autorité se déplaçait vers William et Catherine. Le palais, étant la résidence officielle du souverain à Londres et le centre névralgique de la monarchie, son emplacement même faisait partie intégrante du message. Les partisans de Camilla brandissaient des photos du couronnement de Charles, tandis que d'autres levaient des pancartes proclamant que le prochain règne revenait exclusivement au prince et à la princesse. Des cordons de police séparaient les deux groupes, tandis que les partisans des deux camps traversaient la cour. Charles suivait les événements en silence à Windsor. Lorsqu'un conseiller proposa d'éteindre la télévision, le monarque refusa. Il déclara qu'un roi ne pouvait pas promulguer un décret public et ensuite se soustraire à ses conséquences. Ses paroles semblaient fermées, mais son expression en disait long. Cette décision avait protégé la future couronne tout en exposant son mariage au jugement de la nation. Camilla trouva la même une à côté de son petit déjeuner. Elle n'a pas lu l'article. La reine consort a examiné la distance qui la séparait de Charles sur la photographie et a demandé à sa secrétaire si l'image avait été choisie délibérément. Son aide n'a rien dit, et ce silence en disait plus long que n'importe quelle assurance. William A. réagit avec colère lorsque des commentateurs ont suggéré qu'il avait orchestré cette décision pour punir sa belle-mère. Le prince a autorisé la déclaration, confirmant que la décision revenait exclusivement au souverain régnant et que le futur couronnement protégerait à la fois la dignité familiale et la clarté constitutionnelle. Catherine a refusé les demandes d'une apparition triomphale. Lorsqu'une femme, lors d'un événement caritatif, a déclaré qu'elle ferait une reine magnifique, la princesse l'a remerciée et s'est immédiatement recentrée sur la cause. Camilla a approuvé en privé la déclaration de William car elle exonérait Catherine de toute responsabilité et confirmait que Charles avait agi de son propre chef. Cette réaction discrète, consignée dans un compte de la maison, a montré qu'elle entendait respecter leur accord privé. Le palais a ensuite publié sa clarification finale. Camilla conserverait son titre et ses fonctions actuelles, mais n'aurait aucun rôle officiel lors des futures cérémonies de couronnement. Sa destitution était définitive. Face à l'indignation publique qui grondait au-delà des portes du palais, Charles réunit sa famille une dernière fois pour décider si l'ordre les détruirait ou établirait enfin les limites qu'ils avaient évitées pendant des années. La réunion finale n'a pas permis de rétablir ce qui avait été perdu. Camilla n'a pas recouvré son rôle honorifique. Charles n'a pas retiré sa signature. Et William refusa de renoncer au contrôle du futur couronnement. Pourtant, la famille entra dans la pièce
sans plus se disputer sur la possibilité de revenir sur cette décision. Ils étaient venus décider de ce qui resterait après cela et si une monarchie fondée sur la continuité pouvait survivre sans exiger que chaque blessure soit cachée. Charles réunit Camilla, William et Catherine dans la même pièce de Windsor où l'examen restreint avait été initialement abordé. L'ordre signé reposait sur la table, mais aucun conseiller n'était présent. Une boîte à dépêches, un coffret verrouillé servant à protéger les documents royaux sensibles, attendait près du roi, rappelant silencieusement qu'il ne s'agissait plus d'une consultation juridique. C'était un ultime règlement de compte familial. Le roi commença par assumer sa responsabilité. Il admet avoir tardé à fixer des limites cérémonielles claires, car il ne voulait pas blesser son épouse. Ce retard avait permis à l'incertitude de se muer en suspicion et la suspicion en rupture de confiance. Charles n'excusa pas ce qui s'était passé. Il reconnut simplement que son silence avait contribué à la crise. Camilla répondit sans défiance. Elle confirma qu'elle ne contesterait pas l'ordre et ne chercherait pas à jouer un rôle officiel dans le couronnement de William et Catherine. La reine consort admet que la peur de perdre sa place l'avait poussée à franchir une limite que le souverain ne pouvait ignorer. Elle resterait aux côtés de son époux, mais elle renoncerait désormais à influencer le règne suivant. William a promis que Camilla ne serait pas effacée du règne de Charles. Son engagement public, son soutien au monarque et sa place au sein de la famille seraient reconnus à leur juste valeur. Pourtant, le prince a posé une limite infranchissable. Son règne futur ne serait pas régi par les obligations nées du règne actuel. Catherine s'est alors adressée directement à Camilla. Elle a déclaré n'avoir jamais recherché son humiliation et ne pas considérer la transmission de l'autorité cérémonielle comme une victoire. La princesse soutiendrait William et protégerait la dignité de la couronne, mais elle n'hériterait pas du ressentiment d'une autre femme. Charles tendit la main vers celle de sa femme, puis s'arrêta avant de la toucher. Il la laissa décider. Camilla posa sa main sur la sienne. Ce geste n'effaça pas le conflit, mais il confirma que leur mariage perdurerait malgré la séparation de leurs rôles royaux. La famille accepta l'arrangement final. Camilla pourrait assister au futur couronnement en tant qu'épouse de Charles et membre honoré de la famille. Mais elle ne participerait pas au cortège, ne prêterait pas serment, ne porterait pas la robe de couronnement, n'approuverait aucun détail de la cérémonie et n'occuperait aucune fonction officielle. Charles enferma l'ordre signé dans la boîte à dépêches. La décision, dit-il, serait irrévocable. Ce n'était ni la chute de Camilla, ni le triomphe de Catherine, ni la vengeance de Guillaume. C'était le moment où le roi séparait enfin le dévouement personnel de l'autorité royale. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Camilla conservait son mariage, mais renonçait au pouvoir. Guillaume protégeait son règne sans exiger de punition. Catherine ait accepté le pouvoir sans se réjouir de la chute d'une autre femme. Charles a préservé la monarchie en acceptant que l'amour puisse rester privé même lorsque le pouvoir devait progresser. Et honnêtement, quand on y regarde de plus près, le plus révélateur n'est pas l'ordre lui-même, mais le fait que Catherine ait proposé de se retirer des préparatifs avant même qu'on le lui demande, tandis que Camilla accédait à des documents dont elle n'était pas censée connaître l'existence. Ce contraste explique tout ce qui a motivé la signature de Charles. L'une était prête à sacrifier sa position pour garantir la clarté de l'avenir de la famille. L'autre a cherché à consolider sa position avant même que l'avenir ne se concrétise. Au final, le roi a choisi celle qui ne se battait pas, et il s'agit peut-être du changement royal le plus discret et le plus durable que nous ayons connu depuis des décennies.